Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette dernière rencontre de notre série Penser après-demain, le monde d'après-demain, qui part du constat que le présent peut paraître bouché, le lendemain inquiétant, et qu'il peut donc être utile ou pertinent de se projeter dans des temporalités moins ensablées, où les utopies et les dystopies sont possibles. Aujourd'hui, vaste sujet pour terminer, puisque c'est à l'après-demain de la Révolution que nous nous intéressons. Je suis pour cela en compagnie de l'historienne Sophie Vanish. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française à laquelle vous avez consacré de très nombreux ouvrages. Je vais citer juste le dernier. La Révolution française n'est pas un mythe, qui vient de paraître aux éditions Klinsic. Et j'ai jamais réussi à prononcer le nom de cet éditeur. Je suis désolé. Je me suis dit là, je m'entraîne, mais voilà, bon, j'ai raté. Il faut dire Critique de la politique, c'est la collection de Miguel Abinsour qui a été reprise par Klinsic. Voilà, c'est ça. Alors on va échanger une petite heure avant de donner le micro au collectif assemblé ce matin dans la cour de l'Université d'Avignon. Mais avant cela, j'avais envie de débuter avec une question quasiment linguistique. Révolution, c'est un terme aujourd'hui qui est mis à toutes les sauces. Je citerai comme exemple de ces sauces seulement 2 livres qui s'appellent Révolution, celui d'Emmanuel Macron et celui de Mathieu Pigasse. Il y en a un qui est au pluriel et l'autre au singulier, je ne sais plus dans quel sens. Comment est-ce qu'on peut penser, là c'est quasiment une question de méthodologie de linguistique, l'après-demain de la Révolution, quand le terme est approprié aussi bien par l'entrepreneuriat économique et politique, par le scientisme technologique, que par la gauche radicale? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose d'insignifiant qui est récupéré de partout? En fait, c'est le propre des signifiants un peu denses ou un peu feuilletés d'être récupérés de partout, et la lutte pour le sens des mots est la lutte politique première. On dit que le fer est dans les mots, et il y a donc une lutte des frappes narratives, une lutte sur le sens des concepts. Mais malgré tout, les concepts ont aussi une certaine verticalité, une certaine densité, et il ne peut pas y avoir de concept de révolution après la révolution de 1789 sans qu'il y ait la dimension émancipatrice. Donc c'est vrai que si on enlève cette dimension émancipatrice, il y a quelque chose qui est manquant et que la lutte, justement, pour le sens des mots peut reprendre. Et donc, quand c'est approprié par du temps qui n'est pas du temps de la rupture, mais du temps de la transformation technologique, ou quand c'est réapproprié par une sphère politique qui est réactionnaire, comme dans la période de Vichy, Révolution nationale, alors il y a effectivement une lutte pour récupérer le terme du côté de l'émancipation, et c'est ce qui se passe, par exemple, à la Libération. Voilà. Mais là, en l'occurrence, si je prends les livres de Mathieu Pigasse ou d'Emmanuel Macron, c'est pas réactionnaire, c'est juste désactivé. J'ai une perception un peu différente. Je pense que c'est réactionnaire. Je pense que à chaque fois qu'on désactive la dimension émancipatrice du mot révolution, on produit une situation réactionnaire. Bon, on va avoir l'occasion d'en discuter. Vous êtes historienne. Je vous ai demandé de réfléchir à l'après-demain de la Révolution. En quoi les révolutions et la grande révolution peuvent être des points d'appui pour aujourd'hui, demain et après-demain? 3 temporalités à la fois proches et différentes. En quoi la révolution En quoi les révolutions du passé? Ah oui, d'une manière générale. Ouais. Alors, le rapport à l'histoire, c'est la possibilité de faire d'un objet du passé un objet actuel. Alors, du côté de quelqu'un comme Walter Benjamin, par exemple, ce qu'il disait, c'était que certains événements pouvaient avoir plus d'actualité dans le présent qu'ils n'en avaient eu au moment où ils avaient eu lieu. Alors, ce n'est pas vraiment le cas pour la Révolution française, c'est un événement qui a été d'une très grande intensité dans le présent même de la Révolution, mais ça veut dire que n'importe quel moment du passé peut être visité à partir du moment où on est capable de mettre en relation des questions du présent, la manière dont le présent interroge, inquiète, fragilise ou donne la nécessité d'agir, et un moment du passé. Et je pense que de ce point de vue, toute révolution, dans une situation qu'on pourrait considérer comme de très grande faiblesse démocratique, en tant qu'elle est révolution qui cherche l'émancipation et qui cherche à inventer un ethos démocratique, et un lieu à revisiter sur lequel on peut prendre appui. Dans le présent pour se donner des lumières, dans l'après-demain pour se donner du projet, et dans l'après-après-demain pour pouvoir réouvrir des imaginaires sociaux.
Et de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de se redonner des modèles, mais de réouvrir les points qui ont été les points de butée des différents événements historiques. Tout événement historique a une part qui n'a pas encore été actualisée, justement, mais qui a été pensée. Et donc c'est autour de ce qui n'a pas été actualisé, mais qui a déjà été pensé, qu'il y a la possibilité de réouvrir et de relancer justement cette machine de désir émancipateur. Et je pense que c'est à ça que peuvent servir les savoirs historiens sur les périodes révolutionnaires. Mais alors, est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Parce que dans un autre de vos livres, effectivement, qui s'appelle toujours L'intelligence politique de la Révolution française, vous disiez bien, voilà, on ne va pas aller chercher des modèles dans la Révolution française, mais on peut chercher des lumières et un esprit, des outils, plus que effectivement des cadres d'application. Ça pose quand même deux questions. Est-ce que il s'agit de trier dans la Révolution, en gros la bonne révolution des droits de l'homme versus la mauvaise révolution de la terreur? J'imagine que c'est pas ça. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour à la fois aller chercher des lumières dans une révolution qui est un tout, la Révolution française, et dont une partie a été sanglante? La question, c'est pas du tout du côté de l'inventaire. Depuis la mort de François Mitterrand, on nous parle de droit d'inventaire. Mais la question d'un événement historique ne se résout pas dans la disposition sur une table d'une série d'objets qui ont été nommés bonne révolution heureuse, période de la terreur, grande figure, Robespierre versus Condorcet, etc. Ça, je pense que cette modalité-là de prendre en compte un événement historique est une modalité d'entomologiste qui accroche des papillons sur un tableau. Mais prendre en compte un événement historique, c'est prendre en compte des dynamiques de situation et essayer de comprendre quels sont les moteurs de cette situation, quels ont été les moments qui ont permis d'espérer et quels sont les moments qui ont été effrayants et pourquoi. Autrement dit, il ne s'agit pas de nier la dimension tragique de certaines séquences. Et je pense que cette dimension tragique, elle court sur l'ensemble de la Révolution. Elle n'est pas confinée à la période dite de la terreur. Mais de comprendre qu'est-ce qui se joue justement entre une dynamique révolutionnaire et une dynamique contre-révolutionnaire. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est à un moment du savoir historien ou du désir de savoir historien qui fait qu'on ne dissocie plus justement la révolution en tant qu'elle réussit à avancer et les obstacles, les résistances, les empêchements. Et que je pense que ce qu'on a à apprendre, c'est quelles ont été les capacités des révolutionnaires à frayer un chemin à l'émancipation malgré la contre-révolution et à quel moment ils se sont heurtés vraiment à cette contre-révolution et n'ont pas réussi à la résoudre autrement que par des situations d'affrontement violent. Et à partir du moment où il y a des affrontements violents, essayer de comprendre quelle est la dynamique de cette violence, mais aussi quelle est sa retenue. Parce qu'il n'y a pas d'événement révolutionnaire qui ne soit pas en même temps amour de la vie. L'émancipation ne peut pas être du côté du mortifère. Donc il y a une pensée constante dans un événement révolutionnaire de retenue de la violence et d'évitement de la violence. Et pourtant, elle est toujours consubstantielle. Donc là, il y a quelque chose qui s'offre et qui n'est pas du tout de l'ordre des objets posés sur une table, mais qui est de l'ordre des dynamiques qui s'installent. Et c'est dans ces dynamiques qui s'installent que je crois que nous avons à apprendre quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus penser du tout le politique dans ces dynamiques, dans les rapports de force. On a d'un côté un peu encore à nouveau, ou je sais pas, le ciel des idées, et de l'autre côté des situations où on se dit finalement voilà, le côté gauche a encore perdu. Mais si le côté gauche a encore perdu, c'est que quelque part les dimensions de dynamique et de rapport de force ne sont plus suffisamment pensées. Et il y a bien quelque chose là à retrouver, à réinventer aux côtés des révolutionnaires, de leurs propres espoirs, de leurs propres déceptions, de leurs possibles et de leurs impossibles. Et de ce point de vue-là, je pense que tout est à prendre parce que c'est une séquence qui offre ces aspérités-là. Mais dans un moment, même si on n'a pas une attitude juste de notaire qui fait son droit d'inventaire ou d'entomologiste qui catégorise les différents événements qui se sont inscrits dans cet événement de la Révolution française, dans ce cas-là, c'est quoi, dans un moment politique quand même qui semble pesant, les possibles, ce que vous appelez la virtualité, qu'on peut aller chercher? Est-ce qu'il y a quand même des domaines
plus spécifiques qui peuvent aujourd'hui nous aider à déverrouiller le présent pour forcer l'avenir? Je crois que dans les périodes révolutionnaires, il y a des périodes de découragement qui sont à la hauteur ou à la profondeur de la hauteur des espérances. Et donc, si nous sommes dans un moment de découragement, pour ceux qui sont dans un moment de découragement, il faut aller visiter les moments de découragement. C'est-à-dire, il y en a deux, en fait, qui sont, à mon avis, très importants dans la période révolutionnaire, qui sont la veille, justement, de la prise des décisions de politique dites de terreur, et qui sont prises, en fait, parce que les révolutionnaires des sections, les gens comme vous et moi, ne sont plus prêts à donner un blanc-seing aux représentants, au comité de l'Assemblée pour faire la guerre et partir à la frontière. Et à ce moment-là, les députés font le tour des sections pour encourager les gens à accepter d'aller se battre. Et là, on leur dit non, il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de révolution, on nous a fait plein de promesses, elles ont toutes été trahies, donc nous ne sommes plus d'accord et nous n'accepterons de continuer à nous battre, nous retrouverons de l'ardeur que s'il y a de la justice. Donc ça, c'est un premier moment et c'est ça qui débouche sur le tribunal révolutionnaire pour que la justice soit accomplie. C'est un premier moment. Et le deuxième moment, c'est après la période dite de la lutte des factions et donc de la plus grande intensité de la terreur, où quelqu'un comme Saint-Just peut dire la révolution est glacée, la terreur a blasé la révolution comme les liqueurs fortes blasent le palais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de la sensibilité qui a été arasée par cette lutte très très violente entre révolution et contre-révolution. Et quand ils blâment la période de la terreur, ils blâment pas la politique qu'ils ont menée, mais le fait d'avoir eu à mener une telle politique face à une contre-révolution extrême. Donc il y a aussi quelque chose à ressaisir de où se situe la critique. Mais il n'empêche qu'ils constatent que la société est devenue apathique, qu'elle n'est plus capable de jouer son rôle, puisque le rôle qui est attendu des citoyens dans la période révolutionnaire, c'est d'être vigilant et d'être capable de donner l'alerte quand les gouvernements violent les droits du peuple. Il faut résister à l'oppression et entrer en insurrection. Mais pour pouvoir donner l'alerte et entrer en insurrection, ça suppose d'être sensible aux situations. Et si on est devenu insensible aux situations ou qu'on est trop enclin à éviter de regarder ce qui se passe parce qu'on craint d'en subir plutôt les conséquences que de pouvoir porter des idéaux, alors on devient simplement couard, lâche. Et donc il a le sentiment que cette lâcheté est en train d'envahir la société. Et à ce moment-là, il propose une politique d'institution civile. Une politique d'institution civile pour que les gens retrouvent de la sensibilité, retrouvent du courage, retrouvent de l'ardeur. Qu'est-ce que c'est que ces institutions civiles? C'est les lieux d'éducation, des lieux de théâtre amateur, des chorales, des lieux d'ateliers d'écriture, des lieux comme celui-là où on va échanger de la pensée, qui ont toujours existé dans la période de 89 à 94, mais qui n'étaient pas autant sollicités et autant valorisés. On croyait à la puissance pour transformer la société de la loi et de la seule loi. Et en 1794, la conviction, c'est qu'il ne pourra y avoir de capacité à être au monde sur un mode égalitaire, républicain, courageux, que s'il y a dans la société des petites cellules qui, effectivement, font prospérer ces sentiments, qu'on appelle à ce moment-là des sentiments patriotiques, mais ce n'est pas le patriotisme de 1914. Il faut entendre que c'est autre chose. C'est le patriotisme qui consiste à aimer les bonnes lois et à faire en sorte qu'elles continuent à être élaborées collectivement. C'est ça le patriotisme de 1794, et on compte sur les institutions civiles, théâtrales en particulier, on est à Avignon, pour effectivement que les gens puissent sentir ce que c'est qu'être au monde sur un mode républicain. Créer des institutions, aussi souvent, quand on fait référence à l'imaginaire révolutionnaire, on fait forcément référence à la constituante, à l'idée qu'une révolution débouche sur l'écriture d'une autre constitution. Or, on a bien vu sur des modes différents, là, par exemple pendant le mouvement Nuit debout, où très vite les gens se disaient on va élaborer une nouvelle constitution, et où il y avait un côté aussi un peu caricatural finalement là-dedans. Et inversement, je prends le cas des révolutions tunisiennes ou égyptiennes, où là le processus constituant a été mis en œuvre, complètement détourné dans le cas égyptien, déceptif en partie dans le cas tunisien.
est-ce qu'on peut encore activer cet imaginaire de la constituante ou est-ce que justement, là, on n'est pas dans le moment où forcément on se dit une révolution, c'est forcément derrière l'écriture d'une constitution, et là on applique un modèle? La question constituante, c'est pas une question qui se décrète, il faut qu'il y ait un peuple qui souhaite être constituant. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de monde déjà en France qui souhaite être constituant, et ça n'a pas attendu Nuit debout, c'est-à-dire des ateliers constituants sur l'ensemble du territoire. Il y en a depuis une bonne quinzaine d'années. Et donc le moment Nuit debout, c'était plutôt un moment de visibilité de tout ce qui se fait sur ce mode d'institution civile, à l'articulation du civil, du politique, du culturel. Hein, c'est pas figé sur un seul lieu imaginaire des rapports sociaux. Tout ce qui se faisait a trouvé une petite place et s'est diffusé sur un mode de visibilisation et de se donner du courage les uns aux autres en disant quand même on existe, on fait toutes ces choses-là, ce n'est pas rien. Mais il n'y avait pas de volonté de bascule vers le politique immédiat, ou le politique au sens de prise du pouvoir des institutions politiques instituées, solides, habituelles. Et donc là, il y a une discontinuité qui était là. Donc la question du pouvoir constituant, ça reste la question centrale quand même. Mais la modalité pour pouvoir obtenir une nouvelle constitution, eh bien ça par contre, c'est pas du tout réglé. C'est pas sûr que ça soit sur le modèle de la Révolution française ou sur le modèle de la Révolution tunisienne qu'on soit capable aujourd'hui de faire une constitution qui produirait un nouvel élan. Parce que la question est là. Parce que la déception en Tunisie, elle n'est pas si forte que ça du point de vue du texte. Le texte n'est pas si mal en Tunisie. Mais les Tunisiens ont été à la fois très ardents et très déçus d'une manière alternative, comme du courant alternatif. C'est-à-dire qu'à la fois le récit sur Bouazizi a été moteur, mais ensuite il a été déconstruit très vite, et il y a eu comme ça un va-et-vient entre ce qui était construit et déconstruit, et ce qui fait qu'il y a eu comme une espèce de gestion souveraine des émotions de manière à ne pas décoller hors du réel. Donc c'est une révolution, dans une certaine mesure, qui a contenu sa violence et son ardeur, les deux en même temps. Et de ce fait, voilà, la dynamique, elle n'est pas tonitruante, elle peut paraître un peu plus fade que dans d'autres situations. Mais elle est forte, c'est-à-dire qu'elle est solide. Contrairement à d'autres lieux où c'est très fragile, même c'est des feux de paille. Si on prend ce qui s'est passé en Turquie, c'était à la fois magnifique, ce qui s'est passé au parc Gezi, mais c'était un feu de paille. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de contrer quelque chose d'aussi aberrant que les manifestants qui manifestaient l'échec du coup d'État ont reçu quand même tous sur leur téléphone portable un extrait de discours d'Erdogan. Donc il y a quelque chose là d'extrêmement angoissant. Donc qu'est-ce que c'est qu'un peuple constituant? C'est un peuple qui a conscience que quelque chose doit vraiment être radicalement transformé pour que la société soit à nouveau en mouvement et capable de se penser comme démocratique, c'est-à-dire fabriquant ses bonnes lois et les jugeant au fur et à mesure. On est aujourd'hui dans un moment inverse. C'est-à-dire qu'on peut prendre ça dans tous les sens, mais même si il y avait l'épouvantail Front National pour obtenir le nombre de voix au présidentiel pour Macron, aux législatives, c'est plus la même question. Donc le fait que la Chambre soit à ce point massive, eh bien, ça prouve que le désir constituant démocratique n'est pas si bien répandu que cela. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui est manquant du côté du peuple et pas simplement du côté de la forme institutionnelle qui serait à donner. Et pourtant, voilà, il y a aussi toute une part du peuple qui a envie d'autre chose. Mais le rapport de force, visiblement, n'y est pas. Et ce que je pointais dans cette question, c'est aussi si on considère que les révolutions du passé peuvent être des points d'appui sans être des modèles pour les révolutions de demain ou d'après-demain, c'est comment est-ce qu'on évite les deux écueils que seraient au fond la nostalgie et voire la caricature. C'est-à-dire que bon, voilà, on va juste se référer un peu et qui peut-être justement abîme le rapport de force parce qu'on se dit bon. Voilà, on cite, mais en fait, on n'active pas. Alors, je travaille en ce moment sur Saint-Just. Bon. Donc, Saint-Just essaye de réfléchir donc à ce qui relance l'ardeur et ce qui, au contraire, peut faire chuter la révolution. Donc, on a à la fois « Il fut des peuples libres qui tombèrent de plus haut » et, d'autre part, « L'héroïsme n'a pas de modèle, il ne faut rien négliger, mais il ne faut rien imiter ».
Alors, l'héroïsme n'a pas de modèle, ça veut dire que même si on s'informe avec le passé, et il considère que l'histoire, comme type de savoir, est une institution civile qui produit la possibilité d'être un citoyen, c'est-à-dire qui produit les outils pour pouvoir être justement suffisamment acteur et imaginatif pour que justement l'héroïsme, qui est un héroïsme non pas de héros qui serait transcendant au reste de la population, mais qui est un héroïsme immanent de chacun des citoyens, et bien que cet héroïsme soit constamment inventif. Autrement dit, qu'on soit capable de ne pas avoir de présupposés trop dogmatiques posés à l'avance, mais qu'on soit capable de frayer le chemin en fonction des situations qu'on analyse et d'inventer donc des propositions constamment. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que quelque chose d'une permanence de l'esprit révolutionnaire est pensé et qu'il ne peut pas y avoir de révolution ou de républicanisme dans le vocabulaire de la période, qui ne s'invente pas constamment. Et de ce point de vue-là, ça n'est plus nostalgique, ça n'est pas une nostalgie, mais c'est la possibilité d'avoir une expérience du passé qui permette de ne pas tomber dans les mêmes ornières, de ne pas répéter les erreurs du passé. Et si on les repère, éventuellement de chercher à les contourner, enfin de trouver des manières de contourner les obstacles et des manières d'assumer, dans une certaine mesure, des décisions. Voilà. Donc il faut assumer des décisions, contourner les obstacles. Ça, c'est le contraire de la nostalgie. Après, la question de la caricature, je pense qu'elle s'effondre d'elle-même, parce qu'il ne peut y avoir de caricature que quand justement le pouvoir imaginatif est en berne. Mais si le pouvoir imaginatif n'est pas en berne, c'est pas une caricature, parce qu'on n'imite pas. C'est-à-dire que si on n'est pas dans l'imitation du tableau, on va pas faire une mauvaise copie. On va faire autre chose, un autre tableau. Et donc, c'est pas une caricature, c'est pas possible. Mais par contre, il faut se tenir informé de ce qu'ont fait nos prédécesseurs et concevoir que l'humanité n'est pas une ligne continue du progrès, mais fabrique constamment des sauts vers le passé pour revenir lester de nouvelles questions. Et ça, c'était le régime historique de quelqu'un de très important en histoire ancienne et en histoire tout court, qui est Nicole Laureau. Et quand elle fait l'éloge de l'anachronisme contrôlé, elle affirme que le désir... L'anachronisme contrôlé. Contrôlé. Parce que l'anachronisme, c'est le crime par excellence des historiens, donc il faut quand même le contrôler. Bon, donc, qu'est-ce que c'est cet anachronisme contrôlé? C'est l'idée qu'on ne pose des bonnes questions en historien au passé que parce qu'on se pose des questions dans le présent. Autrement dit, qu'on ne va pas visiter une période du passé comme on irait ouvrir les pages d'un livre au hasard. On y va parce qu'on est taraudé par une question vraiment qui vous anime au quotidien. D'ailleurs, sinon, on ne pourrait pas aller visiter les morts avec autant d'assiduité. Donc, il y a quelque chose dans le présent de très vif qui vous taraude et qui vous conduit à aller traverser la ligne du temps et la traverser vers les morts. Et avec les morts, on a des règles du jeu. Il faut écouter ce qu'ils ont à dire, là où ils en étaient eux, comment ils ont fonctionné, et c'est les pratiques de l'histoire historiciste classique. Mais avec ce qu'ils ont vécu, on va avoir des nouvelles questions. C'est-à-dire les premières questions qu'on s'était posées, elles rencontrent un univers qui est un univers d'altérité, qui est l'altérité du passé. Il y a de l'autre. C'est des gens autres, mais c'est des gens qui sont aussi des êtres humains, qui ont connu des sociétés qui nous intéressent. Et du coup, avec ces gens autres avec qui on a dialogué, eh bien, il va y avoir la possibilité de poser des nouvelles questions et de revenir dans l'autre sens vers le présent avec ces nouvelles questions. Et c'est ça, l'anachronisme contrôlé. C'est la capacité à nourrir le pouvoir imaginatif des nouvelles questions qu'on a été puisées aux côtés de gens qui appartiennent au passé, dont on sait qu'ils sont autres. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle. Alors, prenons un exemple concret à partir de là. On peut juger que le camp de l'émancipation aujourd'hui se heurte... par exemple, se déchire sur beaucoup de choses, mais il y a deux éléments qui sont assez centraux. C'est la question de la souveraineté et du souverainisme, d'une part, et de l'autre côté, c'est cette tension entre horizontalité et verticalité, entre démocratie plus directe, démocratie représentative. Si on se pose aujourd'hui ces questions, en se disant qu'elles font partie d'une réflexion sur l'émancipation, de pensée sur l'émancipation et de transformation, qu'est-ce qu'on peut aller poser comme question à la Révolution française ? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter quand même comme réponse? Elle s'est posée ces questions de manière très intense, en ayant d'un côté un maillage qui n'a jamais été aussi dense de sociétés politiques, ce qu'on appelle les sociétés populaires, qui sont en fait les sociétés qui se sont multipliées sur tout le territoire du club des Jacobins.
Et donc il y en a une densité incroyable, et de ce point de vue-là, on est dans une horizontalité politique extrême. Du point de vue de la structuration des opinions politiques, du point de vue de la structuration du corps politique, on a ce qu'on appelle les assemblées primaires. Les assemblées primaires, c'est ce qu'on appelle aussi les communes. Et donc une commune, c'est un certain nombre d'habitants qui vont avoir à choisir ensemble des représentants. Et donc on s'est posé à la fois la question du maillage, la question de la structuration du corps souverain sous la forme d'une multiplicité de communes, et la question de la représentation et de ce qu'on appelle un pouvoir légicentré. Ça veut dire que la question de la loi est centrale, et il faut à un moment donné qu'elle soit relativement centralisée, c'est-à-dire que toutes les lois ne sont pas centralisées, pour qu'effectivement il y ait la possibilité d'une transformation et d'une égalité sur le territoire. Et donc, il y a quelque chose d'une impulsion qui passe de cette horizontalité vers le gouvernement, l'Assemblée, en l'occurrence législative, c'est l'Assemblée législative qui gouverne dans la période révolutionnaire, et ensuite qui repart de l'autre côté et qui repart de différentes manières. Et il y a une pensée très forte qui permet d'affirmer que la représentation n'est que représentation. C'est-à-dire que le souverain ne peut pas être l'Assemblée. L'Assemblée est un outil. Elle n'est pas le corps souverain, elle n'est qu'un outil. Et donc, si cette assemblée faillit, ou donc si le pouvoir qui a entre les mains le pouvoir de faire les lois au sens pragmatique, technique du terme, faillit, il revient au peuple souverain de censurer, voire de s'insurger. Donc, on pense les outils de la censure. On pense les outils de la censure, et ça se passe au niveau des assemblées primaires. Pour que dans les assemblées primaires, ça ne soit pas impossible de prendre des décisions, elles sont élaborées dans les sociétés politiques. Et donc, il va y avoir des affrontements en fonction des sensibilités politiques qui se constituent. Aujourd'hui, si on essaye de ramener vers le présent, ce laboratoire, aujourd'hui, on n'a plus de société populaire, on n'a plus d'assemblée primaire. Donc, on n'a plus de lieu ni d'élaboration, ni de censure. Et donc, on a comme seul outil, et on est en train de nous le ravir, la manifestation. Donc, il y a très peu de lieux d'élaboration du politique du côté du souverain. Et le seul point qui est un point de légitimation d'une confiscation qui reste, c'est l'élection. L'élection, c'est pareil, pour les révolutionnaires, c'est juste un outil, c'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. L'alpha et l'oméga, c'est les assemblées primaires, les communes et les sociétés politiques. Et tant qu'il y a des assemblées primaires et des sociétés politiques, alors il y a de l'espace délibératif. Je pense que si on ramène tout ça vers le présent, les revendications, avant d'être celles d'une assemblée constituante, c'est de fabriquer cet espace délibératif d'une manière forte. C'est pas du tout théorique, c'est très pragmatique de créer un espace délibératif. C'est d'abord d'avoir des lieux. Je vois Thomas Lacoste dans la salle. Dans le film qui s'appelait Notre Monde et qui était aussi sur Demain, quel demain, j'avais déjà évoqué cette question des lieux du politique. Quand on n'a pas de lieux du politique, qu'il faut les louer, et qu'en plus, si vous expliquez que vous n'allez pas faire du macramé mais de la politique, on va peut-être pas vous le louer parce que quand même c'est embêtant, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace démocratique. L'espace public démocratique, c'est d'abord des lieux pour débattre. Or, aujourd'hui, on en a très peu. Alors, ça se réinvente du côté des institutions civiles autonomes, autogestionnaires, avec toutes les valences qu'on peut donner à ces termes-là, dans les universités populaires, dans des lieux comme celui-ci, dans des sociétés de quartier, dans des cafés philo dans les années 90. Maintenant, c'est un peu moins fort. Mais donc, il y a ce besoin de délibération, il se réinvente. Mais il ne se réinvente pas sur un mode aussi solide qu'il l'a été pendant la période révolutionnaire. Et les contre-révolutionnaires ou les révolutionnaires très modérés, les premières choses qu'ils vont fermer, c'est les lieux de cet espace délibératif, voilà, qui vont être mis effectivement de côté, parce que c'est extrêmement dangereux, vous comprenez, explique Boissier d'Anglas, que donner un tel pouvoir au peuple, ça met en danger les gouvernements. Voilà. Donc il y a quelque chose là, il me semble, qui est facile à ramener, mais par contre qui n'est pas ce qui anime aujourd'hui l'espace public. Alors c'est intéressant que vous employiez ce terme des communes, parce que c'est un mot qui est revenu de manière assez forte en ce moment, que ce soit dans les zones à défendre, ou dans les écrits du Comité Invisible, mais la référence à la commune, elle tend plus sur la Commune de Paris que sur les communes de la Révolution française. Comme si la Commune de Paris ayant été écrasée, n'ayant pas finalement eu le temps de s'instituer, il était plus facile de faire appel à cette expérience politique qui a été défaite avant de se mettre en place qu'à la Révolution française.
Alors, la question de la Commune de Paris, c'est une question, je dirais, de savoir un peu écran à la période révolutionnaire. Alors, les raisons pour lesquelles ça produit un écran, il faudrait les élaborer. C'est une question qui, moi, me taraude, mais je ne l'ai pas vraiment encore suffisamment travaillé. Mais ce qui me paraît évident, c'est que pour les gens qui font la Commune de Paris, la Révolution française est malheureusement un modèle. Et donc, effectivement, dans une certaine mesure, ils en font un peu une caricature. Ils créent un comité exécutif à la place du comité de salut public. Donc, ils oublient que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, c'est pas la même chose. Ils s'inquiètent beaucoup de la qualité des boutons, des différents uniformes. Bon, je prends les mauvais côtés, hein, c'est caricatural, évidemment. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on ait eu besoin d'oublier la Révolution française au profit de la Commune de Paris. Et qu'est-ce qu'on a voulu oublier en oubliant la Révolution française? On n'a pas voulu oublier l'esprit communal de la Révolution, mais c'est passé aux oubliettes avec le reste. On a voulu se détacher d'un pouvoir représentatif, hein, d'une démocratie représentative, du parlementarisme, parce que finalement, on avait le sentiment que ce parlementarisme trahissait toujours l'idée de souveraineté populaire. Et donc, on a voulu se débarrasser de la verticalité qui était léguée par la Révolution, et en particulier léguée par l'échec, hein, ou l'impasse de la Révolution française à partir de 1795. À partir de 1795, la Constitution de l'an 3, c'est une constitution du pouvoir exécutif, plus du pouvoir législatif. N'étant plus une constitution du pouvoir législatif, la question communale n'est plus un enjeu. On maintient des communes, mais elles n'ont plus aucun pouvoir. Elles n'ont surtout pas le pouvoir de censure. Donc il y a quelque chose qui est défait très vite et qui est l'héritage réellement transmis. Et l'héritage radical de la Révolution française n'est pas transmis. Il n'est pas transmis ni dans le marxisme, hein, classique, ni dans l'histoire du mouvement ouvrier, parce que, dans une certaine mesure, il a été oublié très très tôt. Très très tôt, on a oublié ce qu'il en était de ce qui s'était passé dans l'horizontalité du pays. Et on a fait comme s'il n'y avait que les grandes figures, Robespierre, Danton, Condorcet, enfin voilà, on a une vision qui est en fait la vision contre-révolutionnaire. Hein, c'est-à-dire que les révolutionnaires passent leur temps à dire, par exemple, à propos des Anglais, il ne faut pas parler des armées de Robespierre, ça n'existe pas. Robespierre ne dirige pas les armées, contrairement à Emmanuel Macron, comme il l'a rappelé. Donc Robespierre ne dirige pas les armées, c'est l'armée de la République. Mais si on dit que c'est l'armée de Robespierre, ça veut dire qu'on fabrique déjà l'imaginaire que Robespierre se prend pour un roi. Et c'est ce qui va effectivement être dit contre Robespierre pour préparer le 9 Thermidor. Et après le 9 Thermidor, le discours de Robespierre roi va se diffuser d'une manière incroyable. Et quand on lit les textes de Robespierre, évidemment, ça paraît complètement aberrant, mais c'est quand même quelque chose qui a été amorcé dans l'imaginaire social par l'usage de la langue. Et donc il y a quelque chose qui se joue à tout moment dans la manière dont on raconte ce qui est en train de se passer et dont on falsifie les perceptions de ce qui est en train de se passer. On entend bien dans vos propos que pour que les révolutions du passé puissent être des points d'appui pour les révolutions du futur, la manière dont on raconte l'histoire est importante. On ne va pas refaire la polémique du bicentenaire de la Révolution, mais là, dans votre dernier livre, vous revenez quand même sur les fameuses phrases de l'historien de la Révolution française François Furet, qui disait à la fois la Révolution française est terminée et en conclusion de son livre sur le passé d'une illusion, nous sommes condamnés à vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est des phrases qui sont erronées ou est-ce que c'est des phrases qui sont juste déprimantes? Alors, pour être dans la question de phrases erronées, il faudrait affirmer qu'il puisse y avoir, du côté des sciences humaines, un savoir vrai, détaché de toute idéologie. Personnellement, je pense que c'est important d'avoir comme visée un point de vue critique qui se sépare le plus possible de l'idéologie, mais de savoir aussi qu'un point de vue critique, il y a point de vue, et que le point de vue, choisissant un angle de regard sur l'objet, ne peut pas être détaché complètement de toute idéologie. Voilà. Donc il y a bien un moment où ça se croise. Donc c'est pas simplement un point de vue déprimant, c'est un point de vue idéologique. Et c'est une idéologie déprimante. En tout cas, c'est une idéologie qui incite les gens à ne pas chercher à retrouver de l'ardeur, ne pas chercher à prendre part à la transformation du monde. Or, le monde se transforme, comme vous pouvez voir, techniquement, mais pas seulement. Et il se transforme avec une teneur forte
de la responsabilité des êtres humains qui habitent le monde. Voilà. Donc cette question de la responsabilité politique des êtres humains, c'est ça qui a été un peu évidé par la révolution est terminée, nous n'avons plus à en débattre, elle n'est qu'un héritage, mais c'est un héritage qu'il faut entretenir comme un patrimoine. Mais qu'est-ce qu'il en est de la valeur de ce patrimoine et qu'est-ce qu'on fait patrimonialisation ? Qu'est-ce qui fait patrimonialisation? Est-ce que c'est les institutions? Est-ce que c'est la conflictualité révolutionnaire? Est-ce que c'est le savoir de la dynamique entre révolution et contre-révolution? Ce qui était dit, c'était les institutions seulement. Hein. C'est-à-dire que dans la Révolution française est terminée, nos institutions sont parfaites, il ne faut plus les discuter, et donc cessons d'être en conflit. Donc c'était une manière de désamorcer la discussion sur la valeur des lois, la valeur des institutions, et la possibilité de les ajuster au présent. Et de les ajuster ou de les réinventer. Hein. Ajuster, c'est déjà un point de vue idéologique. Bon. Donc là, il y a quelque chose dans l'idée de révolution terminée qui est un désir de transformer la nature de notre temps historique, de dire que désormais le temps historique est un pur temps du présent ou un temps étal, si vous voulez, comme une mer lisse, et non plus un temps où il y a des tempêtes, où il y a des accalmies, et où il y a à tenir la barre du navire en choisissant comment on négocie avec la tempête et comment on peut se réjouir des accalmies quand elles sont des bonnes accalmies. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des accalmies et des apathies qui ne sont pas des bonnes accalmies. Voilà. Et du côté il faut prendre le monde comme il est, et même s'il est insatisfaisant, c'est-à-dire que dans Le Passé d'une illusion, François Furet ne dit pas que le monde est satisfaisant et juste. Il dit il est injuste, mais on sait maintenant qu'on n'y peut pas grand-chose ou qu'on n'y pourra pas grand-chose et qu'il va falloir vivre avec ça. Donc c'est en fait un renoncement, c'est une manière d'appeler au renoncement à la transformation et à la volonté de faire venir plus de justice. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment une manière de refouler toute la pensée utopique, à la fois du XVIe siècle aujourd'hui, et plus précisément celle du XXe siècle, qui s'est constituée autour de Lévinas, ou autour de Ernst Bloch, ou autour de Miguel Abensour, qui a vraiment beaucoup travaillé avec ses différents volumes sur l'homme est un animal utopique, et pas simplement politique. C'était refouler l'utopie en tant que le sentiment et le désir de justice. C'est un désir qui naît avec l'être humain quand il vient au monde, au sens de prendre conscience des autres. Dès qu'il y a une prise de conscience des autres, il y a un désir de justice dans la fratrie ou au-delà de la fratrie. Et ce désir de justice, effectivement, n'est pas possible à assouvir. Hein, c'est comme chez Stig Dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, et le besoin de justice est impossible à rassasier. Mais c'est justement parce qu'il est impossible à rassasier qu'il est constamment quelque chose que l'on souhaite faire venir et qu'on ne peut jamais considérer, et là c'est les mots de Benjamin, que la justice est venue et qu'il faut toujours la faire venir. Mais donc c'est un mouvement constant, et quand on cesse de faire venir la justice, alors la balance entre justice et injustice va du côté de l'injustice, et quand on abandonne finalement ce combat pour une humanisation, eh bien ceux qui gagnent la partie, c'est quand même la déshumanisation. Et je pense qu'on est dans un contexte où l'injustice et la déshumanisation gagnent la partie, parce qu'on ne peut pas juste être spectateur. Quand on est juste spectateur, eh bien, effectivement, la justice recule et l'injustice, effectivement, progresse. Alors. Mais comment est-ce qu'on fait pour conserver cet être utopique, alors même que la Vulgate qui raconte que l'utopie révolutionnaire a été la matrice du totalitarisme, demeure très présente à la fois dans le débat public et dans les sensibilités? Je ne suis pas sûre qu'elle demeure dans les sensibilités. On utilise le dégoût pour les crimes du XXe siècle pour entacher la partie tragique, parce que l'histoire est toujours tragique, du désir d'émancipation en n'interrogeant plus où se situe cette tragédie. Alors, donc il y a quelque chose qui est extrêmement noué, parce que d'un côté, l'espérance de justice, je pense qu'effectivement, elle n'est pas possible à rassasier, elle n'est pas possible à abolir. Mais que de l'autre côté, on a conscience que quand on veut faire venir la justice, les outils qu'on va pouvoir utiliser peuvent jouer des tours tragiques. Mais si on n'assume plus la tragédie humaine, hein, et la condition humaine en tant qu'elle est une condition politique et donc à portée tragique,
eh bien, en fait, on est dans un drame, et ce drame est tout aussi terrifiant. C'est-à-dire que le drame, c'est le drame des réfugiés qu'on affame. Il y avait une banderole posée sur un des ponts de Paris récemment. Emmanuel Macron affame les réfugiés. On a une situation où les écarts sociaux se creusent et où la misère quand même gagne la partie. On a le sentiment que les générations futures sont désespérées parce qu'elles ne pourront pas entrer sur le marché du travail et qu'on n'a pas pour le moment de solution de rechange. Et donc on n'a pas de tragédie au sens où on peut nommer un événement en tant qu'il est le point où on va pouvoir fixer cette idée de tragédie. Mais on a du drame permanent et un mode de vie qui est quand même assez terrifiant. Et du coup, vouloir empêcher le geste tragique, c'est vouloir empêcher la possibilité que quelque chose bifurque et advienne sur un mode historique qui soit vraiment un mode d'altérité. Et l'utopie, c'est ça, c'est la volonté qu'il y ait une altérité de l'histoire, qui est quelque chose qui puisse vraiment faire irruption sur un mode où on aura justement à nouveau à naviguer avec quelqu'un démultiplié. Le jeu est une tribu démultipliée qui cherche à tenir le gouvernail, à éviter les récifs, à avancer, etc. Si on veut absolument rester au port et qu'il n'y ait pas de récif à affronter, le drame se noue au port. Mais je ne crois pas qu'il n'y ait pas de difficulté pour autant. Mais si on affronte les récifs et si on est conséquent, si on essaye de penser la révolution comme référence émancipatrice et comme promesse d'avenir, il faut aussi penser la contre-révolution. On a vu à quel point les révolutionnaires égyptiens et tunisiens se sont heurtés de manière très frontale en Égypte, de manière plus insidieuse, mais tout aussi puissante en Tunisie, aux contre-révolutionnaires. Qu'est-ce que là, sur cette dialectique entre révolution et contre-révolution, on peut, sans chercher des leçons du passé, aller puiser pour éviter quelques récifs particulièrement dangereux? Pour le coup, il me semble que la manière dont on diffuse des imaginaires sociaux qui font venir la justice ou qui ne la font pas venir produit la possibilité de nourrir ou de ne pas nourrir la contre-révolution. C'est-à-dire que la contre-révolution, elle se nourrit des déceptions. Pour le coup, il y a quand même un très grand livre qui s'appelle La guerre des subjectivités de Fethi Benslama, où il montre que la situation de ce qu'il appelle le sur-musulman vient d'une déception à l'égard des Lumières. C'est-à-dire que ceux qui sont des sur-musulmans, donc ceux qui partent pour le djihad, etc., sont des personnes qui ont adhéré à une certaine conception de l'émancipation issue des Lumières, et qui en ont été ensuite déçus, voire honteux, et qui du coup ont une conception de l'islam radicalisée du côté du djihad guerrier. Alors que ceux qui n'ont jamais vraiment adhéré sur un mode de compromis et de perte de civilisation aux Lumières, mais qui ont justement ajusté, inventé, tracé un chemin plus singulier, n'ont pas besoin de ce retour surjoué. Voilà. Donc la question qui se pose, c'est comment la contre-révolution prospère et comment les imaginaires sociaux émancipateurs prospèrent. Et là, je dirais que ça prospère par nos capacités à en débattre, à écrire, à jouer, à fabriquer justement les fameuses institutions civiles qui permettent d'élaborer nos questions. Et qu'en ce moment, on les élabore très peu, c'est-à-dire qu'on est suffisamment nombreux pour cette séquence, évidemment, mais on n'est pas suffisamment nombreux, ni à l'échelle du pays, ni à l'échelle de l'Europe, ni à l'échelle du monde, et surtout pas suffisamment coordonnés. Et donc il y a quelque chose où ce qui est îlot de résistance ou îlot de désir délibératif, de tentative de mener une barque, quelle qu'elle soit, avec un petit gouvernail ou avec une compétence à tenir les voiles, ces îlots existent, mais ils ne sont pas bien reliés. Voilà. Et donc ça ne suffit pas d'avoir des îlots, et donc il faut une certaine patience, une longue patience, pour pouvoir, à un moment donné, imaginer qu'il y aura des temps quand même qui nous permettront d'inventer nos institutions qui feront de nos capacités démocratiques une puissance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est là où la question de la stratégie, du rapport de force, etc., doit être à nouveau mise sur le chantier. Dans ma génération, ça a été très peu mis sur le chantier. On était dans la nécessité de sortir des structures ossifiées, qui étaient mortes,
et qui empêchait l'élaboration. On s'est beaucoup donné du côté de l'élaboration et de l'élaboration de ce qui a été au cœur de mon travail, de savoir quelle était la part du sensible pour faire de la politique autrement. Je pense qu'on a maintenant un certain nombre d'outils de ce côté-là et qu'il y a une efflorescence de lieux, que ça soit du côté des villes en transition, que ça soit du côté de tous les enjeux bioclimatiques, que ça soit du côté de l'écologie de manière générale, quand elle s'invente d'une manière autogestionnaire, pas quand elle est reprise par des partis qui ressemblent vraiment aux autres. Bon, donc il y a beaucoup de choses qui s'inventent, des lieux du culturel, toutes sortes de choses. Mais ces lieux prouvent qu'on a réussi à élaborer cette part sensible, mais que maintenant, la tâche qui nous incombe, c'est à nouveau d'élaborer la manière dont on articule cette part sensible et une véritable stratégie politique démocratique. C'est-à-dire être capable de se passer d'un chef, quand même. Et comment vous comprenez que dans les derniers moments, dans les dernières époques où on a appelé des événements politiques des révolutions, c'est-à-dire d'une part les révolutions de couleur, puis les révolutions dites arabes, on a l'impression que le reflux est venu quand même très très vite et que, pour caricaturer, aujourd'hui on se demande comment on peut mobiliser ça alors qu'on nous explique qu'en gros les révolutions de couleur c'était financé par la CIA et que les révolutions arabes, il valait mieux des bonnes dictatures vu ce que ça a produit. Enfin voilà, on a l'impression que quand même la Révolution française, il y a eu une activation. Là, en quelques années, ça s'est effondré. Enfin l'usage qu'on a, enfin pas effondré, mais l'usage qu'on peut en faire. Mais l'usage qu'on peut en faire, il est lui-même pris dans des représentations idéologiques, parce que l'imaginaire qu'on a de la Révolution, c'est l'imaginaire comme si tout était arrivé en bloc, 1789 est une année heureuse, et ensuite, malheureusement, l'irruption des enragés produit le dérapage. Bon, mais ça, c'est complètement faux. Hein. La loi martiale, où on a le droit de dissoudre des rassemblements de plus de 20 personnes par les armes, c'est en 89, en décembre 89. La loi Le Chapelier, c'est pas longtemps après. De la Révolution, quoi. Oui. Donc il y a une bataille qui se mène au sein de la Révolution pour qu'elle reste révolutionnaire. Et donc il y a une aspiration qui est suffisamment forte pour tenir face à l'adversité et pour trouver des stratégies, pour justement ne pas juste mourir sur les barricades comme on va faire en 1830 ou en 48. Donc il y a quelque chose qui se joue dans le récit qui est fait. La Révolution française, c'est un récit extrêmement chaotique, en fait, si on prend au sérieux toutes les embûches qui ont été à dépasser. La Déclaration des droits, il faut quand même les journées d'octobre pour qu'elle soit ratifiée par le roi. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, d'une manière magique. Il a fallu menacer Lafayette de la Corde pour qu'il prenne le cortège de la garde nationale qui part à Versailles. Donc la violence révolutionnaire et la nécessité de construire le rapport de force, il est au quotidien et il est très tôt. Il est en 89. Il continue en 90 avec la question de la taxation des grains, de la loi martiale utilisée sur les marchés, et la manière dont on tire sur les paysans qui refusent de vendre le grain trop peu cher ou trop cher, ce qui empêche du coup les gens de pouvoir accéder à ce qu'on appelle à ce moment-là le droit à l'existence. Donc la question, je me souviens que autour de la fameuse journée du million sur la place Tahrir, ce qui se racontait, c'est que les gens étaient éberlués par le succès. Ce succès, c'était pas que ça y est, on tenait les choses bien en main et qu'on était sûr de ce qui allait advenir, mais qu'il y avait quelque chose de l'enthousiasme à voir le monde enfin rassemblé dans une revendication d'émancipation qui faisait que ce ne serait pas possible de le refouler complètement. Alors, ça, c'est la question aussi de Christine Ross sur la Commune de Paris. C'est-à-dire, peu importe que la Commune de Paris n'ait pas été aussi satisfaisante qu'on veut bien se le raconter. Et que quand on commence en historien à les gratter, c'est pas toujours aussi génial qu'on espérerait. Mais ce que ça a produit comme imaginaire social, comme type de poésie avec Rimbaud, comme type de rapport à l'imaginaire de la ville, à l'usage de la ville, eh bien ça, par contre, ça n'est pas possible de l'effacer. Et que c'est là où il y a des virtualités qui peuvent être réouvertes et les fameuses bifurcations, les fameux sauts du tigre dans la jungle de l'autrefois qui prennent du sens. C'est là où l'actualité d'un événement peut être plus fort dans l'aujourd'hui que dans le passé. Parce que l'actualité, c'est la capacité à réouvrir ce qui a fait trace. Et je me souviens, dans un des entretiens qui était fait par toi à cette époque-là sur France Culture, qu'un des vieux messieurs qui avait traversé différents événements politiques importants en Égypte, il y avait le sentiment qu'il allait pouvoir être fier de transmettre quelque chose à ses enfants et petits-enfants
de cette événementialité, qui était sans doute la dernière qu'il allait vivre, mais qui lui permettait d'avoir le sentiment que quelque chose pouvait se transmettre. Voilà, que quelque chose pouvait se transmettre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces révolutions ? Peut-être qu'il y a effectivement toujours une part de manipulation, etc. Mais rien n'est complètement avéré. Hein. C'est-à-dire que pour moi, non, le peuple ne se met pas en branle uniquement parce qu'il y a un marionnettiste qui agite la marionnette. C'est une conception du peuple qui est quand même très pauvre et qui est aussi vieille que la contre-révolution. Donc c'est le discours contre-révolutionnaire par excellence. Et c'est le discours des Thermidoriens sur 89. On avait animé le golem et maintenant il faut le calmer. Bon, très bien. Je pense que ça, on n'est pas obligé d'y adhérer. On peut se dire, peut-être qu'il y avait cette volonté-là aussi, mais que quand même il y a toujours justement du jeu qui s'installe et que dans ce jeu qui s'installe, il y a l'expérience de l'action politique et de l'émancipation qui, elle, n'est pas possible à refouler complètement. Voilà. Pourquoi elle n'est pas possible à refouler complètement ? Parce qu'elle s'inscrit dans les corps, dans les cœurs, dans les esprits de chacun et que ça va faire partie de ce qui fait trace de génération en génération. Et la Révolution française, elle est refoulée dans sa teneur politique effective dès 94-95 avec Thermidor. Mais elle n'est pas refoulée dans ce qui fait trace. On a parlé régulièrement depuis la réédition par Annie Duprat des lettres de Rosalie Julien, Madame Julien de la Drôme, qui est une des grandes figures féminines mariée à un député et qui raconte la Révolution. Eh bien, Madame Julien de la Drôme, elle a aussi un fils qui s'appelle Julien. Le dit fils Julien fait une revue. La revue fait trace. Il est, lui, pris dans les contradictions du moment libéral et il essaye de faire avec cette adversité. Mais il y a quelque chose qui fait trace dans toute l'histoire du XIXe siècle de la Révolution française dans ces contradictions. Alors, et je pense qu'on a à reprendre à chaque événement à bras-le-corps qu'est-ce qui a fait trace dans les corps, dans les cœurs de ceux qui ont été animés, je dirais, d'une manière sincère, légitime, par un moment d'émancipation, même s'il y a des grands marionnettistes qui se prennent pour des dieux. Voilà. Deux petites questions avant d'ouvrir le cercle de la discussion. Il y a une autre révolution dont souvent qui embarrasse quand on cherche à penser la révolution d'après-demain, c'est la révolution iranienne. Dans votre dernier livre, vous dites on peut quand même se fonder sur la lecture de Foucault pour s'aider à comprendre notamment la part du sacré des émotions dans une dynamique révolutionnaire, même si par ailleurs, et on le découvre en lisant votre livre, Foucault était plutôt à l'origine du côté de François Furet dans sa lecture de la Révolution française. Alors, Foucault, en fait, s'intéresse d'une manière tout à fait étonnante à la Révolution française en faisant un objet barré. Barré au sens de bifuré, hein, où on le rejette. Et il le rejette suite à un débat qui est un débat épistémologique de très grande importance et qui, lui, a été un peu oublié aujourd'hui. C'est un peu ce débat que j'ai cherché à faire revivre dans ce livre, qui est le débat entre Jean-Paul Sartre et Claude Lévi-Strauss. Sachant que Jean-Paul Sartre, au moment de la Libération, a le sentiment qu'il a manqué la grande philosophie de son temps, à savoir le marxisme. Mais qu'il l'a manqué aussi parce que ce marxisme était moribond. Donc son ambition, c'est de réanimer le marxisme en le mariant dans une certaine mesure avec sa philosophie de la liberté, donc l'existentialisme. Donc c'est ça le travail qu'il essaye de faire quand il prépare un de ses maîtres ouvrages, qui est quand même un de ses ouvrages les plus méconnus malgré tout, qui est la critique de la raison dialectique. Et dans ce contexte-là, ce qui l'intéresse, c'est de voir comment, effectivement, l'émancipation ne peut avoir lieu que dans des pratiques qui sont des pratiques politiques collectives, par constitution d'un nouveau sujet politique collectif. Et pour pouvoir analyser ce qu'il en est d'un tel sujet politique, il choisit, parmi d'autres choses, mais d'une manière tout à fait éminente, la Révolution française comme point d'appui. Parce qu'il considère que la Révolution française est un moment historique qui permet effectivement de voir vraiment surgir ce sujet politique émancipé et de le voir surgir avec toutes ses difficultés. Et donc il va vraiment travailler de manière très assidue à la fois dans des ouvrages d'histoire et dans une certaine mesure dans des archives, des sources imprimées de la Révolution. Et
à ce moment-là, il crée donc sa théorie de la critique de la raison dialectique, qui est à la fois une dialectique des situations, des temps, des personnes, de ce qu'il appelle le pratico-inerte, c'est-à-dire ce qui agit sans qu'on en décide, mais qui n'est pas vraiment l'inconscient, qui est autre chose, peut-être plutôt du préconscient, ou je ne sais pas comment mettre en ajustement les deux théories, mais en tout cas, c'est ce dont on ne sait pas que ça agit, mais ça agit. Voilà. On ne sait pas exactement ce que le rafraîchissement produit par rapport à la perturbation, mais ça agit. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle du pratico-inerte. Et donc, cet objet révolution. Face à ça, un autre marxiste du moment, parce qu'à ce moment-là, il est marxiste et profondément marxiste, Lévi-Strauss, est choqué par ce que dit dans la critique de la raison dialectique Sartre sur les peuples sauvages. Parce que Sartre, à ce moment-là, dit des choses qui sont effectivement difficiles à racheter. Il dit qu'il s'agit de peuples rabougris qui n'ont pas été capables de prendre conscience de la rareté des richesses, et qui ne sont pas entrés dans l'histoire. Tout rapport avec le présent est bien sûr nécessaire à penser. Nécessaire à penser, ce qui permet de comprendre la polémique entre Lévi-Strauss et Sartre. Et dans cette polémique, Lévi-Strauss affirme qu'il y a une dignité égale de tous les êtres humains et de toutes les civilisations, de tous les peuples, quel que soit leur degré supposé d'élaboration et de rapport à cette rareté, et qu'il y a deux régimes d'histoire, une histoire qui serait l'histoire chaude, qui est plus ou moins celle des sociétés occidentales qui revisitent leurs contradictions pour tenter de les dépasser, et une histoire froide, qui est celle de sociétés qui cherchent simplement à persévérer dans leur être, et même à se raconter, quand il y a des changements, qu'il n'y en a pas eu, pour effectivement avoir quelque chose qui est stabilisé, rassurant et durable. Voilà, c'est la question de la pérennisation qui est en jeu dans les sociétés à histoire froide. Et donc, loin d'avoir des peuples rabougris qui ne seraient pas entrés dans l'histoire, ils sont dans une autre histoire. Et donc, le débat est un débat extrêmement intéressant pour les historiens, pour les anthropologues et pour la philosophie. Et dans ce débat, Lévi-Strauss dit à Jean-Paul Sartre « Votre manière de raconter l'histoire de la Révolution française n'a rien de scientifique. Elle est analogue à la manière dont mes peuples sauvages racontent leurs mythes. Et donc, ce que vous faites, Jean-Paul Sartre, c'est finalement la même chose que mes peuples rabougris, c'est fabriquer des mythes. » Mais Lévi-Strauss ne dit pas que les mythes sont des choses qu'il faut éradiquer. Il dit que c'est de la pensée extrêmement importante pour faire tenir une société, pour qu'elle puisse persévérer dans son être, avoir une pérennité, mais que ce n'est pas le savoir scientifique. Et donc quelque chose se joue d'un partage entre savoir scientifique et savoir qui sont processus de connaissances sociaux en tant qu'ils permettent aux sociétés de se raconter des histoires, qui leur permettent d'agir, et donc d'avoir des schèmes d'action. Et le débat est extrêmement intéressant entre ces deux marxistes, puisqu'ils n'ont pas la même conception de la dialectique, qui est le mot par excellence du marxisme jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui se joue sur quelle définition de la dialectique, quelle définition de l'histoire, quelle définition de l'homme, et donc c'est un très très beau débat. Ensuite, eh bien, il y a des enjeux sur, du coup, à quoi sert l'histoire. Et la conception de l'histoire de Lévi-Strauss, dans ce livre, La pensée sauvage, c'est une conception de l'histoire qui est, pour moi, tout à fait désolante. Il dit, voilà, il faut faire des classes du temps, comparer les siècles entre eux, les semaines entre elles, les événements entre eux, et finalement classer des objets comparables et fabriquer un peu une science qui serait certes très scientifique, donc non falsifiable, sans interprétation possible, quasiment, mais qui ne nous donne qu'un savoir finalement très pauvre sur ce qu'il en est, par exemple, du sensible. Alors, et d'ailleurs, il le dit. Plus c'est scientifique, moins on saura de choses dans le détail sensible, et plus on entre dans le détail sensible, et moins on saura de choses en termes de régularité savante. Et donc la question, elle va se jouer comme ça. Qu'est-ce qu'on va comprendre du sensible et des dynamiques, si vous voulez, et qu'est-ce qu'on va comprendre des régularités? Et ce qui gagne la partie dans le contexte qu'on va appeler le contexte structuraliste, c'est les régularités. Et le fait de pouvoir effectivement repérer des régularités sur le temps long. Donc c'est la longue durée et les régularités. Et c'est dans ce contexte-là que Michel Foucault choisit cette place-là pour l'histoire. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est allié de François Furet. C'est-à-dire contre l'histoire du temps court et l'histoire des dynamiques, et pour l'histoire des structures. Mais après, sur la Révolution française, il en fait un objet honni, parce que c'est l'objet qui est rejeté comme mythifiant et mythifié pour les sociétés
occidental. Et il est vraiment dans un rejet de l'occidentalocentrisme. Et dans la manière de jeter l'occidentalocentrisme, on jette aussi la Révolution française. On n'en est pas vraiment sorti. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a vraiment un intérêt à essayer d'observer la Révolution française, non pas comme nos racines, mais comme un objet qui est à la fois, bien sûr, notre histoire avec ce nôtre, mais un objet d'altérité. Ce n'est plus nous, nous ne sommes plus là. Il fut des peuples libres qui tombèrent de plus haut. Nous sommes tombés de haut. Il faut regarder cette hauteur là où elle était, comme elle était, au moment où elle était, et en faire quelque chose. Après, du côté de Foucault, au moment où il se rend compte que quand même, il y a peut-être quelque chose qui a été perdu là, c'est au moment où il revisite Kant. Il a le Sens sur les Lumières, et à ce moment-là, il relance quelque chose du côté de cette virtualité infinie de l'enthousiasme pour les révolutions, qui témoigne d'une aspiration à l'émancipation du genre humain. Et une mini-interrogation pour conclure la première partie de cet échange. Aujourd'hui, dans l'Europe de l'austérité, quand on ne déplore pas l'apathie politique, parfois on parle de situation pré-révolutionnaire. Ça veut dire quelque chose pour l'historienne que vous êtes ? Alors, la pré-révolution, c'est toujours une construction historiographique. Il n'y a pas de pré-révolution tant qu'il n'y a pas de révolution. Après, cette reconstruction du pré-révolutionnaire, ça peut être une manière, dans l'aujourd'hui, d'espérer qu'une révolution arrive. Maintenant, c'est pas parce qu'on a toutes sortes d'indices qui ressemblent à une situation qui a été pré-révolutionnaire au XVIIIe siècle qu'elle indique une pré-révolution aujourd'hui. Mais elle indique que les questions qui se posent aujourd'hui sont analogues à celles qui se posaient la veille de la Révolution, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que par ailleurs, dans le mouvement, du côté du XVIIIe siècle, c'était des contradictions qui arrivaient à leur maturité et qu'il allait falloir résoudre d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est plutôt une régression. Et donc, il y a quelque chose d'un mouvement contre-révolutionnaire qui nous fait régresser à la pré-révolution. Donc, avant qu'on reconnaisse le droit à l'existence, avant qu'on reconnaisse le droit libéral comme étant le seul droit légitime, avant qu'on sorte de l'arbitraire. Et donc, de ce point de vue-là, on a des outils qui devraient nous permettre de résister à cette oppression nouvelle. Mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, c'est analogue, mais l'analogie, ce n'est pas l'identité. Et ce n'est pas identique parce que ce n'est pas le même mouvement de l'histoire qui le produit. C'est des situations analogiques, mais c'est un mouvement inverse. Et de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus inquiétant que la manière dont on peut nommer. Vous savez que la titraille, les auteurs n'en décident que rarement, mais parfois oui. Mais en tout cas, l'idée de pré-révolution, ça peut être lié à l'historiographie de la pré-révolution française, mais en aucun cas, on ne peut s'appuyer sur ça pour se dire, bon, c'est bon, on est en pré-révolution, maintenant, elle va venir. Merci beaucoup, Sophie Vanish. Il y a deux jeunes gens qui vont passer parmi vous. Il y a monsieur au premier rang. Alors, moi, je crois beaucoup à l'articulation entre le collectif intellectuel et les intellectuels qui en font profession. Je pense que ça affaiblit beaucoup ces dernières années, que ça se réveille un peu autour des nouveaux mouvements comme le NPA, la France Insoumise et quelques restes du PC, où il y a des intellectuels qui travaillent avec la pensée qui est élaborée dans ces mouvements et qui font réellement les programmes. C'est pas de l'illusion de démocratie participative. Et moi, je voulais saluer Sophie Vanish parce que je trouve que c'est une pensée très, très ardente et dynamique. Et Mediapart, ce que je ne fais pas toujours, mais au moins qui lui a laissé la parole, parce que j'ai assisté à des débats ces derniers temps où on ne laissait pas suffisamment parler Sophie Vanish. Et à Montpellier, alors dans la bataille des mots, dans les désertions d'intellectuels, Jean-Claude Milner, qui était parfois à la pointe il y a peut-être longtemps, mais qui a produit un livre sur la Révolution, dans son intervention, et il n'y avait pas de débat ni de contrepartie, il a fait allusion à la fluidité, sans préciser quel type de fluidité, en se référant à la nécessaire fluidité qu'il y avait au moment de la Révolution française, puisque tout était bloqué, il y avait évidemment des classes sociales qui verrouillaient tout.
mais il semblait simplement faire allusion à cette fluidité comme étant quelque chose de bénéfique. Or, actuellement, le pouvoir fait référence à la fluidité pour supprimer les corps intermédiaires, pour supprimer le code du travail, pour créer des start-up sans aucune régulation, en fait jouer le rôle de barbares qui peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Donc, pour moi, il y a une très forte référence à la fluidité dans le pouvoir actuel, qui a montré, depuis qu'il est réellement au pouvoir, au contraire, qu'il a une volonté de tout verrouiller et de faire une caricature de la Ve République. Donc, je voulais savoir si vous aviez un point de vue, puisque vous n'avez pas exprimé sur la fluidité qu'évoquait Jean-Claude Milner, à mon avis, pour un détournement, encore une fois, d'un terme, comme ça a été fait sur la Révolution. Alors, la question le mot fluidité est évidemment pas un mot de la Révolution française. Hein. C'est pas du tout le vocabulaire de la Révolution française. Ce qui pourrait produire l'analogie, c'est le fait de sortir des carcans des assignations à résidence sociale, c'est-à-dire dans la période pré-révolutionnaire, les ordres du royaume, le clergé, la noblesse, le tiers-état, et d'avoir la possibilité de transformer cette société d'ordre en société d'individus, qui est le projet libéral par excellence. Hein, libéral, aussi bien libéral politique que libéral économique. Du côté des révolutionnaires qui transforment les États généraux en Assemblée nationale constituante, on a une grande figure de ce type qui est le chapelier. Le chapelier, c'est lui qui va fabriquer la loi contre les corporations et qui va rendre impossible les coalitions d'ouvriers telles qu'elles avaient pu exister, par exemple, au moment de l'émeute Réveillon à Paris, de la manufacture qui se révolte parce qu'on baisse les salaires alors qu'on ne baisse pas le prix du pain. Donc il y a quelque chose de tout à fait lié à la Révolution française dans ce qui se passe aujourd'hui, mais du côté de la Révolution française, quand on sort de l'Ancien Régime. C'est-à-dire, avant de pouvoir rentrer dans des luttes de classe en fonction des rapports sociaux de richesse, eh bien, il faut d'abord libérer l'individu. Et là, en fait, on régresse, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'une pré-révolution, pourquoi on utilise ce terme. On régresse des rapports sociaux où on affirme qu'il faut plus de justice, d'égalité et d'équité, vers une situation où ce qu'on appelle la fluidité, c'est le retour à ce libéralisme de la première révolution, avec le chapelier qui joue un rôle extrêmement important à ce moment-là, et où, dans une certaine mesure, c'est cette fluidité-là qui est valorisée, alors qu'elle elle a été critiquée de manière radicale par les révolutionnaires les plus radicaux, à commencer par Robespierre dans son fameux discours sur le marc d'argent, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait que les riches qui pouvaient prétendre faire de la politique au sens strict, c'est-à-dire avoir accès à la fabrique de la loi, et que dans ce contexte-là, on avait troqué une aristocratie par une autre, et que c'était pire, puisque ça allait être l'aristocratie des riches. Bon. Donc la Révolution française, elle n'est pas un bloc, elle est faite de contradictions. Et dans les personnages qui ont été révolutionnaires au mai-juin 1789, on va trouver des capitalistes les plus, je dirais, méprisants à l'égard de la commune humanité. Et donc la question qui se pose aujourd'hui dans cette fluidité, c'est qu'on passe par la fluidité pour renoncer à la commune humanité au profit d'une aristocratie des riches. Et que ce n'est pas formulé de manière suffisamment limpide pour que ce qui soit entendu ne soit pas sortir des carcans des statuts, sortir des carcans de tout l'héritage du CNR. En gros, ce qui est vilipendé, c'est l'idée que la loi ne sert pas simplement à libérer des individus en tant qu'ils seraient libres parce qu'ils écraseraient leurs voisins et qu'ils seraient dominants, mais qu'elle sert à protéger les individus des rapports de domination. Et donc, en fait, on est en train de troquer l'imaginaire d'une liberté en tant qu'elle est collective et protectrice vers l'imaginaire d'individus qui ont tous les droits pourvu qu'ils soient puissants et riches. Voilà. Mais il y a du fluide dans les deux cas. Jeune homme. Bonjour. Je m'interrogeais du coup sur une des raisons peut-être
du fait qu'il n'y ait pas de création de ce que vous parlez d'espace délibératif clair de nos jours et de la non-révolution actuelle, en fait, en général. Est-ce que c'est pas lié au manque d'une idéologie commune et identifiée, comme l'a pu être le marxisme, comme a pu être peut-être à la Révolution française avec le modèle américain, qui est, enfin voilà, de cerner un autre avenir possible, clair et identifiable autour d'une idéologie ou autour d'un exemple. Et est-ce que c'est pas ce qui manque, qui fait parfois échouer les révolutions arabes ou en tout cas les faits, je sais pas si on peut parler d'échec, mais voilà. Et une deuxième petite question, c'est comment on fait pour faire de l'histoire de la révolution sans s'engager soi-même directement, enfin soi-même dans le processus révolutionnaire, du coup. Pourquoi, pour prendre qu'un exemple, vous, personnellement, vous n'avez pas parlé comme Frédéric Lordon à Nuit debout. Voilà. Bon, d'accord. Bon, alors je vais d'abord répondre à la première partie de la question. Je pense que les révolutionnaires français n'ont pas le modèle américain. Ils ont une pluralité de modèles. Et par ailleurs, ils n'en font pas des modèles. Donc c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a toute une série de grammaires de transformations possibles, radicales, d'espérances qui se sont mis en route à partir des années 1720, qui ont fait leur chemin. Donc il y a une formation d'imaginaires sociaux, de discours présents dans l'espace public via toutes sortes de supports, qui fait qu'au moment où quelque chose démarre, on va pouvoir puiser dans tous ces dispositifs. Donc dispositifs bien sûr américains, mais aussi britanniques, mais aussi les révolutions des Pays-Bas, la Suisse, aussi bien Locke que Shaftesbury, son élève. Ils n'ont pas du tout les mêmes positions dans le rapport à la religion. Et donc il va y avoir une capacité à faire feu de tout bois dans justement la manière de frayer un chemin pour trouver des points d'appui en termes d'arguments, comme dirait Boltanski, de quelle grammaire on dispose. Et là, il y a une pluralité de grammaires. Et il n'y a pas une idéologie. Voilà. Et donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose qu'on soit sorti de l'idée qu'on avait une idéologie qui donnerait le chemin et qu'il suffirait de l'appliquer. Il n'y a pas une idéologie qui donne le chemin et qui suffit d'appliquer. On est en 2017, donc on est dans un moment commémoratif. Je crois que c'est pour ça qu'on parle de révolution beaucoup en ce moment. Du côté de 17, il y a un débat permanent entre ceux qui considèrent que le parti va permettre d'être catalyseur de l'ensemble des aspirations révolutionnaires et du côté du Luxembourgine, de Rosa Luxembourg, l'affirmation que non, il faut faire feu de tout bois, il faut à la fois conquérir les lieux du parlementarisme, construire des soviets ou des communes, voilà, ce genre de pratiques qui sont autres, et surtout maintenir de la fluidité entre les différentes instances pour que ça soit vivant. Parce que dès qu'il y a un lieu qui catalyse tout, ça n'est plus vivant, ça devient compact. Et donc c'est ça qui est redoutable. Donc je ne crois pas que ce soit par manque de compacité qu'on ne fasse pas la révolution. Mais peut-être l'inverse. Sauf que cette compacité, elle est invisible parce qu'elle est celle du libéralisme et du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une idéologie solide, compacte. C'est celle qui naturalise le néolibéralisme, qui culpabilise les individus parce que les pays sont endettés. Mais les dettes des pays ne sont pas liées aux responsabilités individuelles. Elles sont liées à des responsabilités politiques, à une conception de la finance, à toutes sortes de choses. Et donc, il y a du côté des formations discursives une très grande pauvreté du débat. Et toujours pour les mêmes raisons, pas de lieu pour débattre, les journaux qui sont quand même très alignés les uns sur les autres. Enfin, bon, donc un manque très fort d'espace de conflictualité entre ces différentes grammaires qui, par ailleurs, ne me semblent pas aujourd'hui si pauvres que ça. Je trouve qu'on n'a pas si mal travaillé, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui du côté des sciences humaines et sociales beaucoup de réserves d'arguments qui ne sont pas utilisées. Qui ne sont pas de pensée critique, qui ne sont pas utilisées, mais aussi de pensée théorique novatrice, qui ne sont pas utilisées. Donc il y a quelque chose de cette articulation entre l'intellectuel collectif et ce travail de la recherche qui aujourd'hui n'a pas encore donné ses capacités de puissance. Voilà. Et donc un peu comme la résistance, comment ça n'a pas encore donné. On a des réserves de puissance. Mais il faut travailler. Il n'y a pas assez de travail.
Voilà, il y a quelque chose de très flottant et de très fragile dans l'ardeur politique du moment. Elle surgit comme dans Nuit debout, elle retombe comme un soufflet. Donc il y a quelque chose qui est fragile. Peut-être qu'il faut essayer de comprendre comment rendre ça plus solide, plus consolidé, mais pas plus figé. Le solide, c'est aussi la capacité de mobilité. Sinon, ça casse, ça se brise. Et donc, il y a quelque chose à penser dans ces métaphores-là. Et donc, je ne crois pas que ce soit parce qu'on n'a plus le marxisme, qu'on n'a plus une idéologie compacte, ou qu'on n'a pas eu la structure partie absolument solide, qu'il n'y a pas de révolution, mais parce que notre capacité à produire le désir de révolution, l'imaginaire social, la condition d'une quête de l'impossible et de la justice, aujourd'hui est très faible. Beaucoup de dystopies, on avait commencé par ça, très peu d'utopies. Donc peut-être qu'il y a besoin de remettre en route des utopies. Il y a un de mes collègues de l'Université populaire de Lyon qui a lancé une utopie. Voilà, ça a été un peu relayé par les médias il y a quelque chose comme ça qui surgit. Mais du côté des littéraires, il y a peu d'utopies. Voilà. Donc, mais ça vient. Il y a le livre de Denis Lachaud qui s'appelle Ah, ça ira, qui est sur le présent et qui réinvestit des imaginaires révolutionnaires pour produire une utopie, mais qui est une utopie du demain, pas de l'après-demain, hein, qui est très proche de notre présent en fait. Bon, donc plutôt anticipation qu'utopie. Voilà. Mais là, on a en déficit quelqu'un comme Bronislaw Bajko, qui est un très grand historien des Lumières et de l'utopie, affirmait qu'il y avait des périodes chaudes et des périodes froides, comme l'histoire chaude et l'histoire froide, en ce qui concerne les utopies. On est sorti de la glaciation absolue, mais on n'est pas rentré dans une période chaude. Donc voilà, on a encore de quoi faire pour pouvoir, à mon avis, d'abord structurer les imaginaires sociaux. Mais les imaginaires sociaux dans leur pluralité, parce que sinon, on aura un autre chef. Et moi, je ne désire pas un autre chef. Voilà. Donc après, quel est mon désir? Quel est le désir de la société? Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que se prendre en charge? Qu'est-ce qu'être capable de repérer les lois qui doivent concerner l'ensemble de l'humanité, celles qui doivent concerner l'ensemble de l'Europe, celles qui doivent concerner l'ensemble d'un peuple, celles qui ne concernent qu'une commune en particulier? Tous ces jeux d'échelle et d'emboîtement, aujourd'hui, c'est très peu raffiné. C'est très peu délibéré. Donc il y a plein de choses à inventer et il me semble qu'on est en déficit de courage d'invention. Voilà. Et pas en déficit de parti ou en déficit d'idéologie. On est en déficit de courage d'invention. Pour le moment, l'invention se fait au niveau local, par îlot. C'est pas si mal, mais ça suffira vraiment pas face à ce qu'on a comme rouleau compresseur en face. Alors après, est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas la parole? Je dirais que je prends beaucoup la parole. Proportionnellement à ma profession, je fais partie de celles et de ceux qui la prennent le plus. Voilà. Donc je ne crois pas que je n'intervienne pas dans le débat. Je n'interviens pas de la même manière. Je n'interviens pas sur les mêmes positions. Nous ne partageons pas, Frédéric Lordon et moi, les mêmes positions. Dans ce contexte, Nuit debout a fait appel à Frédéric Lordon et Frédéric Lordon a hésité parce qu'il se demandait si c'était bien sa place d'être une sorte de figure, de maître à penser. Il ne le souhaitait pas. Et je ne le souhaite pas non plus. Je souhaite qu'il y ait de la diffusion capillaire, qu'il y ait du débat, mais je ne souhaite pas dire maintenant il faut agir comme ça. Voilà. Lui, il a hésité, il a tenté une position intermédiaire, puis à un moment donné, il a dit quand même ce qu'il pensait vraiment, puis ça n'a pas marché, puis il est un peu à se demander comment ressaisir. Et en même temps, depuis les débuts des tentatives de Mélenchon, il est plutôt d'accord. Et moi, je suis plutôt pas d'accord. Mais pas que je ne sois pas d'accord avec le programme. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'un nom propre l'emporte sur le nom du peuple. Voilà. Et ce nom propre était sur toutes les affiches des législatives. Et un certain nombre de tracts n'étaient que la structure avec la tête d'affiche des présidentielles. Et donc, pour transformer la société, il faut transformer les imaginaires sociaux. Et ça, c'est une transformation qui ne va pas du côté de la démocratie. Et ça me paraît être une question importante. Et je pense que maintenant qu'il y a 20% qui ont voté pour les présidentielles pour France Insoumise, il faut travailler avec ces 20% à voir qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Voilà. Et ce travail, il se fait, et je dirais aussi aujourd'hui. Et donc, je ne crois pas que je ne sois pas dans le mouvement politique. Ce débat est constant. Ce débat se fait à chaque occasion. Il s'était fait autour du film de Thomas Lacoste il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, au cinéma Utopia, la manutention. Il continue, il se fait constamment.
Je pense que c'est extrêmement intéressant. C'est intéressant que des gens se lèvent, et les gens se lèvent autour de Jean-Luc Mélenchon. La question, c'est de savoir si l'ardeur peut exister sans une figure identificatrice. Et dans la période de la Révolution française, il y a une multiplicité de figures identificatrices. Il y a aussi certaines qui aimantent plus, et Robespierre sans doute a plus aimanté, c'est pour ça qu'il reste à ce point. Mais il y a aussi des textes identificateurs. Et les textes identificateurs, c'est quand même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je pense que si on est en manque de quelque chose, c'est en manque d'un texte identificateur qui soit suffisamment simple, mais suffisamment fort pour avoir encore une teneur de relancer l'ardeur quand on est en situation difficile. C'est quand même ce texte qui permet aux gens de ne pas être totalement découragés aux différents moments de la Révolution française. Et là, il y a quelque chose qui est un enjeu fort. Lancer le débat sur la France insoumise à 5 minutes du moment où on doit libérer l'estrade, c'est une prise de risque magistrale. Je vais donner la parole à messieurs et monsieur. Monsieur là, et ensuite au milieu. Et on continuera... Oui, monsieur là, et puis après, juste à côté de la caméra. Qui voulait prendre la parole. Merci madame pour l'excellent exposé. Est-ce qu'on peut sortir un petit peu de l'Hexagone ? Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué à plusieurs reprises, et à juste titre, l'Égypte et les révolutions, entre guillemets, dans le monde arabo-musulman. Et ce qui est surprenant, ce que l'on voit, quand la population a l'occasion de voter, elle vote pour des forces réactionnaires, notamment les frères musulmans en Égypte, pour d'autres réactionnaires ailleurs. La question qui se pose, pourquoi cette majorité est portée des électeurs est portée vers ces forces? Et on oublie que le travail des frères musulmans en Égypte, comme d'ailleurs des wahhabites en Égypte, remonte à très très longtemps. Après, pour faire court, la mort de Nasser, Anwar Sadat et le général Moubarak ont laissé l'encadrement de l'école, l'encadrement des jeunes, entre les mains des frères musulmans et des wahhabites. Et on retrouve aux élections, les premières libres après la chute de Moubarak, eh bien, un parlement qui représente le peuple, c'est-à-dire la majorité complètement islamisée de la population. On peut dire la même chose pour d'autres populations du monde arabo-musulman. Chaque fois qu'il y a élection libre, eh bien, ce sont ces gens islamistes qui ont encadré depuis longtemps, et l'Arabie saoudite a beaucoup joué avec ses réseaux, qui ramassent la mise. Alors, c'est un outil de très longue durée de fournir les cadres à la fois scolaires et de droit à l'existence, c'est-à-dire la nourriture, hein, l'huile, la farine, le sucre, pour ce qui concerne ce que vous évoquez dans les pays du monde arabe, le pain, pour ce qui concerne le XVIIIe siècle. Et donc ceux qui sont capables de fournir ces cadres, pour l'Ancien Régime, l'Église et le roi, eh bien, vont avoir effectivement un soutien actif très longtemps. Et c'est quand ces cadres deviennent insatisfaisants ou oppressifs qu'une demande autre surgit et rend les individus conscients qu'ils vont pouvoir se passer de ces cadres, voire faire mieux que ces cadres. Mais on est dans un mouvement où cette logique-là a été celle du XVIIIe siècle français autour de l'introduction du libéralisme économique en 1775, l'édit Turgot, qui produit un tel dysfonctionnement du marché, en fait, que les gens ne peuvent plus accéder à l'achat des grains, à l'achat du blé, à l'achat du pain. Et du coup, ça produit ce qu'on appelle la guerre des farines. Et dans cette guerre des farines, le peuple prend conscience de sa capacité à penser les situations et remet en question finalement le paternalisme. Le paternalisme qui consistait pour le roi à avoir des greniers d'abondance et dans les situations de disette de fournir du pain à sa population puisqu'il était supposé être le père des peuples. Bon, donc cette position paternaliste, c'est la position structurelle du troc entre la soumission politique. Je me soumets comme sujet, je suis assujetti à quelqu'un qui promet le pain et le fer, c'est-à-dire protection par rapport aux enjeux de défense et protection de la vie comme telle pour la nourriture. Et donc toutes les positions réactionnaires, quand il y a des élites qui ne se préoccupent plus des cadres, ils vont
se mettre dans cette béance pour fournir des nouveaux cadres, pour proposer un nouvel assujettissement. Et donc la question qui se joue, c'est ceux qui sont supposés le faire, pourquoi ne le font-ils pas? Voilà. Et donc ceux qui sont supposés le faire, dans les démocraties occidentales, c'est supposément les gouvernements socialistes. En tout cas, socialiste, c'est un mot qui est très large, donc je le reprends, parce que je crois qu'il ne doit pas être attaché simplement aux figures de nos présidents dits socialistes. Le socialisme, c'est autre chose. Bon. Mais quand on s'appelle socialiste et qu'on fait autre chose que du socialisme, eh bien, ce qui est attendu des socialistes peut être pris par des nationaux socialistes. Et aujourd'hui, on entend Philippot qui défend les droits sociaux bien plus que des tas d'autres qui sont supposés le faire. Hein. Donc on est dans une situation où il y a une brèche qui est ouverte et effectivement, elle est solide. Avant la Seconde Guerre mondiale, le Parti social français tient sur le plan de cette propagande par le fait, je dirais, de soutenir le droit à l'existence et le paternalisme. C'est exactement la même politique que le Parti communiste dans les banlieues parisiennes. Et donc c'est la lutte au couteau entre le Parti social français et le Parti communiste, avec des moyens qui ne sont pas des moyens d'idéologie au sens du rapport aux idées et aux projets, mais de rapport à qu'est-ce qu'on obtient de concret dans une situation qui n'est plus une situation de vie, construire la plus belle vie possible, plus grande qualité, mais de survie. Et donc quand on régresse au niveau de la survie, tout est possible, et en particulier que le droit à l'existence soit fourni par le pire. Une dernière question, et désolé, après on va devoir libérer l'estrade pour les échanges d'après. Il y avait monsieur près de la caméra qui avait levé la main tôt. Je voulais que vous reveniez sur la question du lien syndical avec la Révolution française. Il me semble que vous avez dit tout à l'heure que justement le mouvement syndical ne s'était pas inspiré de la dynamique de la Révolution française. À l'heure actuelle où le pouvoir a réussi à faire tourner en rond ce qui restait comme mobilisation, c'est-à-dire la grève, et que dans les institutions, enfin dans les organisations de travail, les syndicats sont largement, je trouve, instrumentalisés. Comment vous comprenez à la fois cette difficulté actuelle et au regard de ce point historique que vous avez juste balayé très rapidement? En fait, ce que j'ai évoqué avec la loi Le Chapelier, c'est le fait que c'est une loi qui empêche aux ouvriers de pouvoir se coaliser, de pouvoir donc fabriquer ce que seront plus tard, parce que les syndicats, ça vient bien après. Donc il y a quelque chose qui ne se met pas en place dans la révolution du côté du travail, ça se met en place du côté du politique immédiatement et pas du côté du travail. Et il y a beaucoup de choses à redire du côté des politiques de travail de la période révolutionnaire, parce que l'imaginaire des révolutionnaires, c'est une autonomie individuelle de l'individu autonome. C'est-à-dire que l'imaginaire de Saint-Just, par exemple, il dit, c'est pas ces mots-là exactement, mais il dit le salariat et l'hôpital, ces deux choses-là sont affreuses. Ce qu'il faut, c'est que l'individu soit indépendant. Et donc l'indépendance, ça suppose d'avoir la capacité à, par sa force de travail, produire une autonomie, une liberté, une absence de domination. Donc c'est une pensée qui est vraiment très différente de celle qui va correspondre à la pensée socialiste du 19e siècle et de la mise en place du syndicalisme, en tant qu'il y a une autonomie ouvrière qui peut penser sa propre protection, sa mutualité, son entraide, ses secours réciproques, même si l'idée de secours réciproque existe aussi dans la Révolution française. Et que s'il y a une filiation, ça serait de ce côté-là. Mais sur ce qu'il en est, j'arrive maintenant très vite sur l'aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est des institutions qui ne sont plus considérées comme satisfaisantes du côté syndical, parce que, comme vous dites, elles sont instrumentalisées. Mais une incapacité des gens qui se sont désyndicalisés à créer de nouvelles institutions qui seraient longuement plus satisfaisantes. Je dis longuement parce qu'il y a eu de la créativité syndicale entre 1995 et aujourd'hui, mais elle n'est pas nécessairement toujours plus satisfaisante, pour plein de raisons qu'on ne va pas développer maintenant. Donc la question, c'est est-ce que du côté des institutions de travail, qui malgré tout occupent le temps diurne, voilà, le temps diurne est quand même occupé dans les pays occidentaux par des gens qui ont du travail ou qui n'ont pas de travail. Voilà, donc le travail reste central dans son manque ou dans sa présence. Je pense que c'est à partir de ce manque et de cette présence que quelque chose peut être réinventé, mais sur un mode qui serait le mode communal du travail.
C'est-à-dire sans qu'il y ait cette structure syndicale qui soit pyramidale, mais que ça ressurgisse depuis les lieux d'expérience du vécu au quotidien et que ça soit bien la part sensible, opprimée, qui soit capable de nommer ce qui ne va pas au travail, ce qui ne va pas aussi en tant qu'on est chômeur, ce qui ne va pas des différents lieux d'expérience de la vie comme telle dans cette séquence historique néolibérale particulière. Et que je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie de ça. Mais pour le moment, cette pensée-là, elle n'est pas du tout diffusée. Donc finalement, ce qui serait à réinventer, ça serait une forme d'anarcho-syndicalisme, parce que c'était ça, l'anarcho-syndicalisme. La charte d'Amiens, c'est déjà ça. C'est-à-dire une autonomie, mais une autonomie dont la visée ne serait pas d'être séparée du politique, mais de pouvoir peser sur le politique. Peut-être que c'est une des manières de peser sur les 20% de France Insoumise. Peut-être. Parce qu'après tout, il n'y a pas de possibilité de faire avancer les choses si le peuple n'est pas là. Ça reste le peuple qui produit de la puissance souveraine. Ce n'est pas un parti qui produit de la puissance souveraine, c'est le peuple. Mais si le peuple n'est pas structuré, n'est pas organisé, n'a pas de lieu de délibération, qu'il ne les fabrique pas lui-même, il n'existe pas. Et là, c'est Jacques Rancière qui dit, voilà, nos institutions produisent un certain type de peuple. Si on a d'autres institutions, on aura un autre peuple. Eh bien, il faut qu'on fabrique les institutions qui nous permettront de produire le peuple que nous espérons. Il n'existe pas en soi. Bonne conclusion.